Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie donc d'être présents pour cet atelier intitulé Comment mettre sur le marché une solution de e-santé. Vaste sujet, gros programme, beaucoup de choses à voir, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je présente donc rapidement les intervenants que je remercie chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, Dr Applebaum, vous êtes médecin à l'Université de Columbia à New York et vous avez donc créé une start-up sur les objets connectés. Monsieur Cristofini, donc vous êtes le responsable business développement e-santé pour le groupe UI en Europe. Maître Jaffar, vous êtes donc avocate spécialisée en droit de la santé. Et Luc Vialard, donc chef de projet Platine. Donc par rapport à l'organisation de cet atelier, donc chaque intervenant fera une présentation de 10-12 minutes sur un sujet assez précis, assez particulier. Donc l'ambition est lourde hein, sur un atelier de 1 heure de tout traiter. Donc l'idée est vraiment de donner des grandes lignes et peut-être des points clés pour mettre sur le marché une solution de e-santé. Chaque intervenant interviendra à peu près 10-12 minutes pour qu'on soit dans les timings et qu'on se laisse donc un peu un échange pour échanger avec les intervenants. Voilà, donc je vais commencer par donner la parole à Maître Jaffar qui va un peu nous expliquer donc le cadre juridique de la mise sur le marché d'une solution de e-santé en France. Merci beaucoup. Alors je l'ai sous-intitulé « Franchir le Rubicon sans se noyer ». Alors pourquoi ce choix? Lorsque je décide de lancer sur le marché une création, un concept qui va rentrer dans ce qu'on appelle la e-santé. Donc le premier point de mon intervention va être de se demander ce qu'est juridiquement la e-santé, puisque ce n'est pas un concept défini juridiquement. Et donc si je franchis ce Rubicon, est-ce que je me suis assurée de bien disposer de tous les agréments nécessaires pour que le projet que j'ai développé ne se voit pas requalifié dans un second temps et dans ce cas-là plongé tout au fond du Rubicon. Autrement dit, vous avez un beau concept, mais vous n'avez pas vérifié préalablement si vous touchiez à des données sensibles, à des agréments particuliers relatifs aux activités de santé ou à la protection des données personnelles. Donc, la grosse difficulté aujourd'hui, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, c'est la qualification juridique de la e-santé ou la définition juridique de la e-santé. Alors, c'est simple, ça n'existe pas. Hein. La e-santé est un concept global dans lequel on peut retrouver des éléments qui ont fait l'objet de définitions juridiques et de plus en plus aujourd'hui, une majorité d'éléments qui ne sont pas appréhendés par le droit. Alors j'interviens au tout début de ce panel, ce qui n'est pas forcément le bon intervenant du droit. Je m'entends, pas dans le cadre de ce panel, hein, je peux intervenir à la première, ça ne change rien, mais l'approche juridique du projet doit arriver in fine, c'est-à-dire une fois que l'ensemble du projet a été défini dans la totalité de ses éléments. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je serai en capacité de pouvoir lui apporter un habillage juridique, si un habillage juridique doit exister, et le cas échéant, de prendre des précautions en termes d'habillage juridique pour éviter que celui-ci ne se fasse une fois que je me suis mis sur le marché. Puisque le risque de le faire dans un second temps, c'est soit devoir retirer sa solution du marché, ce qui en termes de crédibilité commerciale est catastrophique, soit que la solution disparaisse totalement du marché ou qu'elle ne soit du coup plus exploitée. Donc ces précautions, même si, j'insiste, ça ne peut être que des précautions, seront nécessaires avant. Donc le droit intervient bien in fine et non pas au début. Alors le terme de e-santé, si on essaye d'en avoir une approche juridique, désignerait tous les aspects numériques qui touchent de près ou de loin à la santé. Donc, vous voyez que déjà de près ou de loin, qu'est-ce qu'on appelle la santé aussi au sens juridique du terme. Donc ça correspond en tous les cas à du contenu numérique qui est lié à une activité de santé ou à de la santé touchant à du citoyen, et qu'on appelle également la santé électronique ou la télésanté. Donc de manière plus générale, on va retrouver ce terme pour l'appliquer à toutes les technologies de l'information et de la communication, à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. Alors la Commission européenne a apporté une définition de la e-santé, alors qui n'est pas une définition juridique, mais en tous les cas, c'est une instance qui a vocation à produire du droit, elle, qui a proposé une définition, qui est l'application des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé.
Alors ça concerne la télémédecine, la prévention, le maintien à domicile, le suivi de maladies chroniques, les dossiers médicaux électroniques, les applications, la domotique, en passant même par la création de textiles intelligents qui pourraient se retrouver dans la problématique de l'e-santé. Donc ça concerne... Il faut que je le fasse moi, c'est ça. Hop. Voilà. Une très grande diversité d'informations. Et à tout cela, c'est également ajouter une démultiplication de sites, de forums, de partage d'informations qui apparaissent sur le net relatifs à la santé, donc d'outils qui sont disponibles au service de publics variés et qui posent la question également de leur cadrage juridique par rapport au développement de ces outils. Alors, on a des outils qui permettent à des patients de surveiller leur état de santé à titre préventif, voire de communiquer ou d'être en relation avec des professionnels de santé via des applications sur leur traitement, la prise de rendez-vous, la génération d'alertes en cas de problème. Et donc, on a une multiplication d'acteurs, à la fois du patient, du professionnel de santé et, le cas échéant, la transmission à un moment donné de données que je qualifierais à ce stade de caractère sensible. Alors, c'est développer le dossier pharmaceutique informatisé, le dossier médical personnel. Dans le cadre du plan Cancer 3, il est également pour objectif de mettre en place un dossier communicant de cancérologie d'ici la fin 2015. On a également mis en place l'achat de produits de parapharmacie et de médicaments sans ordonnance en ligne, qui a fait l'objet d'un débat monstrueux dans le cadre de notre organisation française. Et tout ça, est-ce que c'est encadré par le droit? Aujourd'hui, le seul cadrage juridique qui existe réellement dans le cadre du Code de la santé publique, c'est l'activité de télémédecine. Et l'activité de télémédecine, ce n'est pas de l'e-santé, ou l'e-santé n'est pas de la télémédecine. L'e-santé ne se réduit pas à la télémédecine. Or, notre cadrage juridique aujourd'hui, pour parler grossièrement, se réduit à l'activité de télémédecine. Autrement dit, tout le reste n'est pas cadré juridiquement explicitement. Aujourd'hui, il n'existe pas un catalogue qui pourrait avoir valeur de code, qui identifie tous les produits qui peuvent exister en matière de e-santé et qui indique pour chacun de ces produits le cadrage qui leur est applicable. Je viens de vous le dire, il n'existe pas non plus une définition officielle de ce qu'on appelle la e-santé. Donc, quelle est la difficulté lorsque je développe ou que je souhaite mettre en place un produit sur le marché? C'est que je dois être en capacité, moi, du coup, d'y apporter une qualification juridique. Et c'est là la grande difficulté. C'est pour ça que je parlais de franchir le Rubicon. C'est déjà un exercice difficile pour un juriste, puisque le cadrage juridique n'existe pas. Alors, évidemment, c'est un exercice extrêmement périlleux pour une personne non juridique. Quand bien même je ne développerai qu'un site web sur lequel il peut y avoir du partage d'informations entre des patients, la question se pose, est-ce que j'ai vocation à solliciter des agréments pour pouvoir développer ce site web? Est-ce que je dois répondre à des normes en termes d'éthique et de déontologie? Donc, à partir du moment où, comme le dit la Commission européenne, je touche à la santé, je dois me poser la question de savoir si une qualification juridique est possible sur le produit que je développe et si j'ai sollicité les agréments nécessaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a que cadré juridiquement la télémédecine, et je vous ai parlé d'autres, le dossier médical, etc., qui ont été mis en place, ça ne veut pas dire que pour le reste, je fais ce qui me plaît. Et à tout moment, on pourra rebondir sur votre projet dans un second temps, voire le retirer du marché. Pire, votre projet peut exister sur le marché, ne pas être retiré du marché parce que personne ne se sera posé, tout comme vous, la question de sa qualification juridique, mais des problématiques de responsabilité vont apparaître. Vous avez fait circuler des données sensibles, or vous n'étiez pas agréé pour ça. Une personne en subit un préjudice, elle va porter plainte. Alors, aujourd'hui déjà, si on prend même des acteurs de santé, notamment sur les problématiques de dossiers informatisés ou de transmission d'informations, vous avez peut-être vu dans la presse généralisée, on a eu quelques cas où des informations se sont retrouvées sur des sites web, des informations émanant d'établissements de santé français qui concernaient des patients. Donc suite à une problématique de réseau de l'établissement, c'est dramatique en termes de responsabilité. Donc,
Quand bien même ma solution resterait sur le marché, le risque responsabilité est énorme pour la personne qui l'a mise sur le marché alors qu'elle n'a pas pris la précaution de s'assurer, ne serait-ce que d'avoir l'autorisation de pouvoir permettre la transmission ou l'exploitation d'un certain nombre de données. Alors, cette diapo résume ce point, c'est-à-dire que les contours réglementaires de la e-santé sont extrêmement flous. On a des eaux très troubles dans le Rubicon, pour pouvoir s'y retrouver en termes de qualification juridique. On fonctionne avec quelques recommandations de la Haute Autorité de Santé. On a eu un certain nombre de rapports qui émanent donc de notre gouvernement. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un cadre juridique clair. Alors, quelles sont les questions que je dois me poser? Pour résumer, c'est assez grossier. La e-santé, elle est à la frontière de deux blocs juridiques importants, qui est le droit des technologies de l'information et de la communication, et ce que j'appellerais le droit des activités de santé. Ces deux blocs, aujourd'hui, ont un ensemble de réglementations qui est sécurisé, que ce soit en droit des nouvelles technologies ou en droit de la santé. J'ai un certain nombre d'obligations qui sont faites sur le développement d'activités. Donc, lorsque je développe une solution, c'est ce que je vous disais, quelle qualification juridique je peux faire de la solution elle-même ou des implications que va avoir cette solution, à la fois en droit des nouvelles technologies et à la fois en droit de la santé. Donc, j'ai essayé de grossir le trait. S'agissant des droits des nouvelles technologies et de l'information, je vais avoir la problématique majeure de la protection des données personnelles. Est-ce que, via la solution que je mets en place, des données personnelles vont être utilisées? Et est-ce que, du coup, je dois avoir un agrément particulier en la matière pour pouvoir utiliser, recueillir, transmettre, voire exploiter ces données personnelles? Si je rentre sur le terrain du droit des activités de santé, je vais rencontrer le problème majeur de la problématique de l'hébergement des données de santé. Est-ce que, même chose, je bénéficie d'un agrément? Est-ce que les personnes avec qui je vais travailler vont avoir besoin d'un agrément pour pouvoir faire fonctionner la solution? Et puis, toute la réglementation qui est spécifique aux activités de santé. Si je suis sur une solution qui va très loin et qui vient jusqu'à toucher le développement d'une activité de santé elle-même, telle que définie par le Code de la santé publique, est-ce que là aussi, je vais rentrer dans la procédure d'autorisation qui est relative à ces activités? Et puis, je dirais, il y a un troisième point qu'il ne faut pas oublier, c'est quel est le public visé par ma solution? Est-ce que je vise un public totalement non identifié, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire appel à ma solution? Est-ce que je vise des établissements, des acteurs de santé? Est-ce que je vise des autorités administratives? Et dans ce cas-là, qui est un autre aspect, pour moi juridique, de la mise en place de ma solution sur le marché, est-ce que cette solution a vocation à s'inscrire dans des appels d'offres que devront mettre en place les autorités qui ont vocation à recueillir votre solution? Autrement dit, si ma solution vise ce qu'on appelle des pouvoirs adjudicateurs, au sens communautaire du terme, c'est-à-dire, pour résumer simplement, des entités qui fonctionnent avec des fonds publics, et qu'on soit clair, dans le domaine de la santé, ces institutions sont extrêmement nombreuses, et donc dans ce cas-là, est-ce que je me suis assurée que je ne pourrai pas faire un développement commercial basique de ma solution, mais qu'elle devra s'inscrire dans une démarche liée aux procédures de publicité et de mise en concurrence de ces pouvoirs adjudicateurs. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc, le gros travail, c'est ce travail de qualification. Et j'insiste, le risque le plus important, tout compte fait, n'est pas tant la problématique de la mise sur le marché de ma solution, puisque, vous le voyez bien, énormément de choses aujourd'hui arrivent sur le marché. Donc on n'a pas aujourd'hui une problématique de basculement de la mise sur le marché. Le risque n'est pas tant le retrait, comme je vous l'indiquais, mais le risque majeur de responsabilité du porteur du produit qui a été mis sur le marché, alors même qu'il ne répond pas à un cadre juridique qui certes n'est pas clair, mais qui néanmoins peut s'imposer à lui via le droit des nouvelles technologies et via le droit de la santé. Alors, merci maître pour cet exposé clair, en plus pile poil dans les délais, c'était parfait. Je donne la parole donc à Luc Vialard, chef de projet Platine, qui va nous parler d'une autre facette pour mettre sur le marché une solution de e-santé, notamment l'importance d'évaluer ce projet. Je te mets... Merci. Donc
Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vais me permettre de rebondir sur les propos de Maître Jaffar. Vous avez indiqué effectivement que le droit doit arriver lorsque le projet est défini et que l'habillage juridique se fait finalement a posteriori. Nous, sur notre expérience, on se rend compte que finalement l'habillage juridique et la réflexion sur les contraintes qui s'appliquent au projet méritent d'être intégrés lors de la phase de conception stratégique du projet. Parce que finalement, c'est cette gestion des contraintes qui va vous permettre d'ajuster votre solution, votre outil, et de trouver une approche peut-être plus efficace, justement de les éviter. Typiquement, parce que c'est là l'enjeu principal quand vous cherchez à mettre en place une solution à e-santé. Donc la question principale au niveau des solutions d'e-santé aujourd'hui, c'est la mise en place sur le marché d'un projet innovant, d'un produit innovant. Donc finalement, pour reprendre les définitions de la Commission européenne, c'est un produit ou service qui doit atteindre un marché juste là, qui n'est pas adressé jusque-là. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on y réussit ? Et pour ça, il faut réussir à trouver quelque part une solution qui va amener une valeur significative aux utilisateurs, et surtout à un utilisateur qui est prêt à partager cette valeur créée avec l'innovateur. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre le marché, mais surtout de pouvoir en bénéficier et de développer une structure pérenne. Finalement, c'est un peu ça l'enjeu. Atteindre le marché, c'est bien beau, mais le but, c'est surtout d'y rester et de continuer à prospérer dessus. Donc finalement, dans un environnement très complexe qu'est le monde de la santé, comme vous l'avez indiqué au niveau du droit, mais au niveau des parties prenantes, vous avez beaucoup de typologies de professionnels, libéraux, un hôpital, vous allez avoir une partie académique avec la formation, la recherche, vous allez avoir des patients, différents types de patients. Finalement, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Vous allez avoir beaucoup de contraintes légales, et également des technologies aujourd'hui qui sont très variées, très efficaces, du low-tech au high-tech, et dont il faut trouver le sens pour les organisations. Donc il faut clairement identifier déjà des parties prenantes avec des zones d'adhérence, avec qui vous allez pouvoir bien travailler, et surtout comprendre et définir très en amont du projet le périmètre de ce que vous voulez faire. On se rend compte souvent que le périmètre des projets, des entreprises change, et ça c'est quelque chose qui est problématique souvent. Parce que quand vous changez d'opinion tous les 3 jours, c'est difficile finalement de mettre en place une stratégie efficace en matière de technologie et en matière de marché. Et surtout, quelque chose qui est clé, c'est de comprendre la valeur que vous créez. Souvent, quand un industriel ou un innovateur, un chef de projet met en place sa solution, lui, il sait la valeur qu'il va créer parce qu'il va avoir une cible précise. Mais au final, dans cet environnement extrêmement complexe, avec un nombre de payeurs très important, avec beaucoup de parties prenantes, on se rend compte qu'on va pouvoir aussi créer d'autres sources de valeur qu'on n'avait pas forcément attendues et sur lesquelles on ne s'attarde pas forcément. Mais aujourd'hui, dans un environnement extrêmement concurrentiel, les entreprises qui survivent sont les entreprises agiles et intelligentes qui vont pouvoir diversifier rapidement leurs sources de revenus, et notamment sur des petits revenus qu'ils n'avaient peut-être pas forcément prévus et qui leur permettent de survivre un mois de plus jusqu'à ce que la fenêtre d'opportunité soit optimale pour leur solution. Et pour ça, c'est vraiment très très important justement de comprendre ce processus de création de valeur. Qu'est-ce que vous créez, pour qui, et qui est-ce qui est prêt à payer pour ça? Donc dans ce contexte, nous avons développé une réflexion sur ce processus-là de création de valeur. On se rend compte que beaucoup de solutions aujourd'hui ont une valeur potentielle importante. On a vu beaucoup d'essais cliniques, beaucoup d'études médico-économiques qui prouvent qu'une solution de e-santé bien mise en œuvre peut avoir des impacts importants, à la fois pour les patients, avec du taux de survie et d'autres selon les pathologies. Pour le système de santé aussi, avec un impact médico-économique non négligeable sur différentes pathologies. Je pense à certaines études danoises notamment qui arrivent sur des réductions de coûts de plus de 50%, je crois que c'est 60% pour certaines maladies chroniques. Donc un environnement contrôlé, effectivement l'impact peut être fort. Par contre, on se rend compte que quand on veut passer à plus grande échelle, on a du mal à traduire cette valeur opérationnelle.
Donc la question qui se pose, c'est de pouvoir guider votre processus d'évaluation pour créer un maximum de la valeur opérationnelle. Pour cela, on s'est rendu compte que 2 facteurs étaient très importants à évaluer. C'est déjà l'acceptabilité des outils que vous mettez en place. Parce que si vous faites quelque chose de génial dont personne ne se sert, à la fin, vous ne créez pas vraiment de valeur. Alors ça peut paraître une porte ouverte à enfoncer, mais c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de projets et beaucoup de solutions ne tiennent pas suffisamment en compte de ça. Ils n'ont pas forcément identifié les moteurs d'adhésion et surtout les freins. On se rend compte aussi que la e-santé, ce ne sont que des outils. Un outil, ça doit être utilisé par une organisation dans un but précis. Si vous sortez de ce contexte-là, ça semble difficile d'en tirer une certaine valeur. Je cite souvent l'exemple d'un ouvrier qui creuse une tranchée. Il va falloir qu'il sélectionne s'il utilise un râteau, ça va pas être génial. S'il utilise une pelle, ça va être mieux, mais ça va prendre du temps. Ou s'il utilise une pelle mécanique. La pelle mécanique, ça a l'air d'être vraiment bien. Par contre, si vous n'avez pas d'essence et que personne ne sait la conduire, ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc cette question aussi de la maturité et de la capacité des organisations à utiliser l'outil dans un but précis avec une vraie efficacité, ça semble être clé justement pour le succès de votre solution. Sachant que l'objectif, c'est forcément un usage de masse avec un haut niveau d'adhésion des utilisateurs et une valeur perçue importante. On se rend compte que finalement, c'est cette perception qui compte pour les utilisateurs. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que j'ai un incitatif pour m'en servir? Et cette réflexion-là, aujourd'hui, que nous avons menée dans le cadre du Centre e-santé Platine avec Yann et beaucoup d'autres partenaires, finalement, ça permet de structurer en amont votre démarche projet et surtout de mettre en place, lors de la conception de votre produit, une stratégie d'ajustement qui va vous permettre ensuite finalement d'atterrir dans la zone de succès. Donc la valeur qu'on cherche à apporter aux différents projets qu'on accompagne, c'est clairement de comprendre les mécanismes de création de valeur. Parce que c'est clé pour trouver votre marché. Aujourd'hui, beaucoup de personnes et le débat en matière de e-santé se pose sur les modèles économiques. On a beaucoup de solutions intéressantes qui sortent, on a beaucoup de payeurs, personne qui est vraiment prêt à mettre au pot, ou en tout cas uniquement partiellement. Et nous on juge qu'aujourd'hui, si en amont de votre projet, lors de la phase de développement, vous ne comprenez pas ce processus de création de valeur, ça va être difficile pour vous de trouver un marché solvable. Bien sûr, comprendre les leviers d'utilisation, qu'est-ce qui va faire que les personnes s'en servent, qu'est-ce qui va faire que plus de personnes vont s'en servir. Le meilleur outil marketing, c'est un client satisfait. Et du coup, ça semble important de comprendre qu'est-ce qui va satisfaire les clients et pourquoi est-ce qu'ils vont en parler autour d'eux. Le pendant, c'est d'éviter les barrières d'utilisation. On se rend compte qu'en matière de nouvelles technologies, ce qu'on valorise le plus, au final, c'est votre nombre d'utilisateurs. La masse d'utilisateurs, et que l'adoption finalement c'est un peu un schéma linéaire avec chaque ralentisseur sur la route qui va faire que vos utilisateurs potentiels vont s'écarter de l'outil. Et les solutions numériques qui ont marché, que ce soit les Facebook, Google, Skype ou autres, c'est finalement des solutions qui avaient très peu de barrières. Vous vous êtes pas posé la question est-ce que je veux vraiment utiliser ce truc-là? Vous avez utilisé, vous n'êtes pas posé, vous n'avez pas eu à rentrer votre numéro de carte de crédit ou autre chose, ce qui vous fait finalement vous demander si vous voulez vraiment vous en servir. Et enfin, identifier les succès, les facteurs clés de succès pour la généralisation. Donc ça, c'est clairement avec une recherche sur l'organisation, comprendre comment est-ce que les solutions sont mises en œuvre, quels sont les prérequis, qu'est-ce que ça change au niveau des organisations, pour pouvoir finalement amener une solution à vos clients, mais plus que la solution, c'est aussi leur expliquer comment la mettre en œuvre de manière efficace dans leur organisation. Donc voilà, j'ai... Ouais. Merci pour votre attention.
Merci Luc pour cette présentation combien importante de l'importance de l'évaluation des projets de e-santé. Donc je donne la parole à monsieur Cristofini qui va déjà un peu nous présenter le groupe UI et nous expliquer un peu quels sont vos projets pour aider justement au développement de projets de e-santé. Okay. Oui. Donc effectivement, je vais essayer un petit peu de vous donner un peu le point de vue du groupe Huawei et un peu notre philosophie, comment on travaille un petit peu avec les entreprises innovantes qui sont finalement la clé de voûte de la réussite. Mais tout d'abord, je voudrais, donc mon exposé, je vais essayer de le faire en trois parties. La première, je vais quand même vous présenter rapidement qui est Huawei, ce géant chinois, cette multinationale chinoise. Donc on va passer au slide suivant. La deuxième partie, c'est cette touche, d'accord. Alors, on va revenir là. La deuxième partie, je parlerai un petit peu de l'activité santé, et puis je vous dirai un peu le point de vue à notre niveau, qu'est-ce que l'on attend d'une start-up quand on travaille avec elle. On a déjà des réalisations, on adore travailler, mais quelle est un peu la vision d'un groupe quand il décide, parce qu'un grand groupe industriel, quand il s'associe à une start-up, il prend aussi un risque. S'il développe une offre, c'est la viabilité de la start-up avec laquelle il va travailler. Et donc, je vous donnerai un peu la point de vue du grand groupe. Alors, très rapidement, donc, Huawei, premièrement, c'est un géant des équipements télécoms. C'est une entreprise globale qui est née en 1987, qui est partie des campagnes chinoises, qui a ensuite été dans les villes chinoises et qui est partie à l'international. Le groupe pèse 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 70% de son chiffre d'affaires est hors de Chine et on a une présence sur 3 grandes plaques géographiques qui sont Asie-Pacifique, Europe, Afrique, Moyen-Orient et la plaque Amérique, en particulier sur l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. On n'est pas sur les réseaux pour diverses raisons, mais on est quand même sur la partie device, équipement que je vous présenterai. L'innovation, très très important, je vais vite. Sur 150 000 salariés, il y a 70 000 chercheurs. Donc on est un des leaders de la recherche télécom dans le monde, on dépose des brevets à une très très grande vitesse. Et pour nous, ça a été vraiment notre philosophie, c'est on ne gagne des parts de marché que si on innove. C'est vraiment notre règle, d'où cette culture de travailler avec des entreprises innovantes. Je vais aller à la slide suivante. Donc ça, j'irai un petit peu vite. Sachez que c'était un peu la présentation du groupe. Donc Huawei, c'est 3 grandes divisions. La plus connue, c'est la division des opérateurs. Huawei travaille avec 45 des 50 plus grands opérateurs téléphoniques mondiaux. En France, on bosse avec Orange, SFR, Bouygues, mais on a Deutsche Telekom, Telecom Italia. On les a à peu près tous. Et évidemment, ça a été le métier de Huawei. C'était de se dire, bon, on va fournir des équipements et on les fournissait vraiment en large volume. Le modèle a changé puisque maintenant, Huawei met le paquet sur 2 nouvelles divisions. Celle où j'appartiens, c'est la division entreprise. C'est-à-dire, on se dit, on va passer du modèle où on fournissait les opérateurs au marché de l'entreprise. Et ça, c'est un nouveau métier pour Huawei. Donc, ça fait 3-4 ans que ça se développe sur l'Europe. Huawei a une présence en Europe depuis plus de 10 ans. Mais dans les entreprises, 3 ans. Et puis, une 3e division, qui est la division des terminaux. Alors, vous ne le savez pas, mais quand vous achetez une 3G, une clé 3G, c'est du Huawei. 70% des parts de marché mondiales. Huawei, le numéro 3 en tablette et smartphone au monde. Loin derrière Apple et Samsung, mais on est en très très forte progression avec des tablettes, des smartphones, des clés, des box. En gros, retenez qu'il n'y a plus beaucoup d'équipements télécoms qui ne sont plus fabriqués en Chine, sur le marché. Voilà. Donc en gros, vous avez la répartition du chiffre d'affaires, et avec ces 3 divisions, donc sonorisation matricielle, couvre les 3 grandes zones géographiques que je vous ai données. Donc la partie, pourquoi Huawei développe des verticaux et pourquoi on m'a confié cette mission en Europe depuis 2 ans et demi de développer l'activité verticale santé, c'est qu'il considère que globalement le client in fine, il veut un service packagé global. Il veut un usage. La technologie n'étant, comme ça a été évoqué, plus beaucoup un problème. On a fait énormément de progrès. Le problème, c'est de coller un usage et d'arriver à répondre à un certain nombre de problématiques. Alors, ça, je vous passe sur les chiffres. Ça, c'est l'histoire de Huawei, sa forte accélération et son positionnement international extrêmement rapide. Maintenant, si on parle un peu de la partie santé. Alors, la partie santé, moi, quand je suis arrivé, j'étais fort de mes certitudes européennes et américaines, de par mon expérience, et j'ai découvert la caverne d'Ali Baba en Asie,
puisque j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup, et j'ai vu un marché qui se développe à toute vitesse. Et donc, vous voyez la présence déjà de Huawei sur le plan de ses projets santé. Donc nous, on a une présence mondiale. Sur l'Europe, on a démarré depuis 2 ans et demi. On est, à l'heure où je vous parle, à plus de 25 ou 27 projets dans 5-6 pays. Voilà. En France, on a démarré beaucoup sur la télésanté. Je vous expliquerai les quelques projets qu'on a commencé à lancer. Et tout ça pour vous dire que globalement, nous, quand on fait de la e-santé, qu'est-ce qu'on fait? Notre force, c'est de dire, bien sûr qu'il faut des partenaires, bien sûr qu'il faut qu'on développe un usage, mais attention, il y a de l'infrastructure, il y a du réseau, il y a de la donnée de santé. Et si vous ne prenez pas en compte cette dimension infrastructure, réseau, vous êtes voué à l'échec. L'expérience qu'on a, nous, est très intéressante des pays dits émergents. C'est qu'on commence à développer des applications de mobile health, de télé sur des volumes de plus de 100 000 personnes, énormes. Pourquoi? Parce qu'on a mis les infrastructures en place dès le départ. Le réseau unifié, les data centers qui vont bien, l'interopérabilité. C'est l'avantage d'un pays émergent, c'est que ça profite des dernières technos, ça les met en place, et ensuite ça lance des usages à large volume. Et donc, comme on a beaucoup de volume, on a le modèle économique. Et on a les réseaux, les infrastructures qui peuvent porter ça. Donc en fait, on travaille sur de la digitalisation d'hôpital, sur des plateformes régionales. Alors, je vous citerai juste un exemple et j'irai vite, mais quand on développe une application de télémédecine avec de la visioconférence dans la région de Zhengzhou, c'est 118 hôpitaux sur 120, full connectés, plateforme de connexion. Et la taille d'un district, c'est 2 fois la Hollande. Et ça se visite. Et vous voyez les médecins qui travaillent en visio continuellement dans leur application. Voilà, c'est des projets qui font un peu rêver, mais quand j'invite des clients européens, ils reviennent et ils voient la réalité. Alors, il ne faut pas non plus voir la caverne d'Alibaba. Vous avez aussi, sur 1,4 milliard, 700 millions de gens qui vivent dans les campagnes, qui n'ont pas accès à des hôpitaux ultramodernes. Donc, d'où les problèmes de connectivité, d'accès à la ressource médicale à distance, et puis aussi les problèmes de vieillissement de population, que l'on retrouve exactement en Europe. Donc, en fait, entre les plaques, c'est intéressant, on voit que la e-santé doit évoluer en parallèle et que c'est vraiment une source de développement de progrès. Hein. Les populations dans les pays mondiaux veulent accéder aux soins et veulent pouvoir accéder à leurs ressources. Alors, on va aller au slide suivant. Donc en gros, voilà notre stratégie. Hein. Donc on est positionné dans notre e-santé avec plein d'équipements. À chaque fois, on vient avec des intégrateurs, des distributeurs et on s'implante dans chaque pays avec des partenaires. Et vous voyez que donc la partie B2B, c'est tout ce qui est plateforme réseau. Elle est ingrate, elle n'est pas belle, personne n'en parle parce que ça coûte cher. Mais si votre infrastructure et votre réseau ne tient pas, vous n'aurez pas de e-santé pérenne. Je suis formel, et ça c'est l'expérience mondiale que l'on a. Deuxième sujet, B2B2C, nous c'est tout ce qui va être, je prends une donnée du patient, je la connecte à un professionnel de santé et j'ai quelqu'un qui paye. Et ça, on a évidemment des solutions dans le cloud, dans les réseaux, dans les tablettes. Et le B2C, c'est tout le marché du self-quantified, du bien-être, de la prévention, avec les tablettes, avec les objets connectés. C'est un marché que l'on regarde. Là aussi se pose le problème du modèle économique. Alors maintenant, je vais m'arrêter là pour cette présentation et vous dire un petit peu, nous, comment on fonctionne. Nous, la première chose, c'est on est dans les couches basses des équipements, ou on peut être dans les tablettes, ou dans la visio, mais globalement, on ne peut pas faire de e-santé si on n'a pas un client, un software, un logiciel, un contenu, une application que l'écosystème veut utiliser. Et donc, nous, très souvent, on va se tourner, évidemment, vers la PME. Alors, ce qu'on va regarder avec la PME, c'est premièrement l'équipe, c'est deuxièmement la qualité, c'est-à-dire est-ce que ce logiciel, et puis troisièmement, ce que veut le client. Une des grandes difficultés que l'on doit avoir, c'est de se dire, côté grand groupe, c'est on va les aider, on va s'associer, on va leur fournir toute la partie qui va leur manquer, les couches basses, l'infrastructure, le réseau, les tablettes, les smartphones, on va les aider, mais est-ce qu'il y a un modèle économique? Alors ça a été évoqué. Tous les autres critères qu'ont évoqué mes collègues, le risque juridique, ça sont importants. Mais ce que le grand groupe va regarder, c'est si je m'associe à cette société qui fait un device ou qui développe une application soft ou qui fait un truc, est-ce qu'ils sont bien posés sur le marché? Est-ce qu'ils vont être capables est-ce qu'ils ont bien compris qu'il y a un risque d'infrastructure et d'équipement? Est-ce qu'ils l'ont jugé? Et c'est là qu'on s'aperçoit très souvent
que cette partie équipement, infrastructure, réseau est totalement oubliée ou pas quantifiée, y compris même, je me tairai, dans certains appels d'offres publics qui sont sortis, où on voit des tas de projets où on développe des usages, et puis quand il s'agit de coter le réseau, il n'y a rien. Et c'est un vrai problème, parce que du coup, si cette partie-là, vous ne l'avez pas faite, vous n'êtes pas dans les budgets, vous ne passez pas. Et c'est là la force d'un groupe comme Huawei, c'est d'amener cette expérience vécue au niveau mondial sur ce qu'il faut faire. Ça, c'est le troisième risque. Donc, premièrement, modèle économique. Deuxièmement, qualité. Et nous, ce qu'on regarde aussi, c'est si on y va avec eux, est-ce qu'ils vont pouvoir ensuite, est-ce que nous, on va pouvoir répliquer à l'international le modèle, c'est-à-dire est-ce qu'ils pourront nous accompagner parce que est-ce qu'on va pouvoir le déployer en Europe, est-ce qu'on va pouvoir l'amener dans d'autres marchés, est-ce que par ailleurs le marché asiatique a un intérêt pour ces produits-là, parce que justement on est sur un marché où il y a de la synergie entre plaques géographiques. La France a une excellente réputation de chercheurs, de R&D, d'entreprises innovantes, vu de l'étranger, je vous le confirme. Des grands acteurs asiatiques regardent la France avec un potentiel de ressources et de créativité. Donc on regarde. Par contre, évidemment, mettez-vous à la place d'un grand groupe. Ce qu'on regarde, c'est voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et puis un dernier point côté PME, et j'insiste. On ne réussit pas un projet si on ne fait pas l'exercice ensemble de bâtir la chaîne de valeur. Où est le client final? D'où on part? Combien de partenaires on associe? Quel est le positionnement de marché? Quel est le prix? Est-ce qu'on le fait en mode cloud? Est-ce qu'on le fait en pay-per-use? Est-ce qu'on le fait en client-fournisseur? Voilà, donc il y a toute cette approche. Et nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est cette capacité qu'a la PME ou la start-up à... Nous, un grand groupe comme nous attend qu'on nous dise l'usage et ce qu'attend le marché. Mais nous, avant d'y aller, on va devoir qualifier tout ça et accompagner. Donc voilà, je pourrais vous donner beaucoup plus de détails sur les méthodes, comment on travaille, mais très souvent, on dit les grands groupes tuent les petits groupes. Et quand on est patron d'une PME, on se dit voilà, j'ai bossé avec un grand groupe, mais ils vont me tuer, ils vont me demander de fournir, je ne vais pas pouvoir suivre, je vais être entre leurs mains, puis le jour où ils n'ont plus besoin de moi, voilà. Il y a un truc quand même dans la e-santé qui est très très motivant, c'est que comme le start-up c'est l'innovation, et que nous on a cette culture de l'innovation, sachez que les grands groupes ne peuvent rien faire non plus sans ces PME. Par contre, voilà, il faut apprendre à travailler ensemble, à se respecter, à bien se répartir les rôles, et puis toujours se dire quel est mon modèle économique, qu'attend le marché, quelles sont les prochaines étapes. Voilà, et puis surtout, dernier message, que ce soit les objets connectés, les devices, les applis, et Dieu sait qu'il y en a, et des gens tous très créatifs, beaucoup ne vont pas survivre, parce que justement, ces différents critères qui ont été évoqués n'ont pas été pris en compte. Et deuxièmement, la dimension infrastructure réseau n'est pas prise en compte. On va être sur des marchés de data énormes, sans doute de big data et de cloud au niveau mondial. Si vous mettez la médecine génomique, les nanotech, les biotech et le suivi des maladies chroniques, la télémédecine, ça va exploser. Tous les problèmes vont se poser. Où sera votre donnée? Où elle sera hébergée? Où elle sera stockée? C'est les enjeux mondiaux. Ne croyez pas que des groupes comme Huawei ne se les posent pas. Les Américains se les posent aussi. Les Européens se les posent aussi. Les opérateurs télécoms se les posent aussi. Il y a des enjeux. Mais voilà, nous, ce qu'on attend vraiment, c'est... Je dirais que ce qui est clé pour une PME, c'est cette capacité partenariale et cette capacité à être toujours de l'innovation. Et sachez qu'un groupe comme le nôtre, notre méthodologie, c'est innover, avancer, co-innover, co-développer. Voilà. Mais toujours quand même la réalité, quoi. Le réseau, l'infrastructure et le projet économique et la capacité à passer à l'export. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour cette présentation du groupe Huawei et son modèle, en fait, pour être partenaire des PME et des startups pour développer des projets de e-santé. Je vais donner donc la parole à Dr Appelbaum, qui va un peu nous parler de sa vision alors, et également du modèle américain et du marché américain. Merci beaucoup. Ouais, je crois que ça va aller comme ça. Merci beaucoup, je suis content d'être là. On m'a demandé finalement de décrire un peu mon expérience et de parler de comment lancer une start-up aux États-Unis, d'avoir un guide pratique et d'être assez dynamique. Donc j'ai essayé d'être clair et de donner des éléments précis. On m'a demandé de venir, je pense, parce que j'ai deux casquettes. À la fois, je suis chercheur dans une université américaine et médecin, et parce que j'ai développé deux startups que j'ai lancées aux États-Unis. Alors, j'ai décidé de choisir une première slide pour
pour parler un petit peu des investissements par les fonds d'investissement aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment important finalement de réfléchir comme ça. Aux États-Unis, en fait, pour un entrepreneur, s'il ne comprend pas le paysage des fonds d'investissement, il a du mal à comprendre comment structurer la start-up et comment évoluer et naviguer dans cet environnement. Et donc il y a énormément d'éléments qui ont évolué sur ces dernières années, et je pense que finalement les fonds d'investissement qui investissent dans la santé digitale sont des fonds d'investissement qui finalement investissaient dans la tech en général et ont développé une compétence, mais répliquent finalement les scénarios qu'ils ont fait et vus pour ces boîtes de technologie. Et donc je trouvais que cette slide était importante parce qu'elle permet de voir finalement sur les investissements de l'année dernière, que finalement, bon voilà, historiquement, les dossiers électroniques sont les premiers investissements des fonds d'investissement, mais on voit finalement que la big data, depuis quelques années, évolue bien et évolue rapidement. Mais aussi, on voit que les objets connectés et les biosenseurs sont en train de se développer et on voit une progression de près de 50% par an aux États-Unis, et c'est vraiment excitant de voir ça. Et je pense que cette slide est importante aussi parce qu'elle permet de voir qu'il y a tout un aspect qu'on ne voit pas et qu'on ne retrouve pas tellement en Europe, qui est tout l'aspect des sociétés d'assurance et des sociétés d'assurance privée, et comment on améliore finalement le lien entre les patients et leurs boîtes d'assurance, comment finalement on permet aux entreprises de naviguer avec les boîtes d'assurance privées, et donc il y a tout un pôle d'innovation à ce niveau-là qui est vraiment intéressante. Et donc je pense que pour tout entrepreneur qui essaye de se lancer aux États-Unis, comprendre la logique des fonds d'investissement, les séries A, les séries B, le seed funding et le crowdfunding, je pense que c'est vraiment un prérequis pour aborder les États-Unis. Alors j'ai voulu décrire un petit peu les slides en fonction pour moi, des différentes étapes qu'on voit dans les startups américaines. Et donc, je ne peux pas commencer à parler du lancement d'une startup aux États-Unis sans parler des incubateurs, des accélérateurs. Et j'ai entendu une discussion sur des accélérateurs en France, et je pense que c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que finalement, on voit aussi que les fonds d'investissement ont investi pas mal dans ces accélérateurs. Ils ont bien compris qu'un entrepreneur ou un jeune innovateur qui veut se lancer va avoir énormément de mal à lever des fonds, à trouver des bureaux, à essayer de préciser sa value proposition. Il va avoir du mal aussi à structurer la manière de présenter le problème. Et donc, c'est tout un apprentissage que de nombreux investisseurs ont vu sur les dernières années. Ils se sont dit, mais pourquoi on ne met pas des gens expérimentés dans une pièce, pourquoi on ne leur donne pas en tout cas suffisamment de fonds pour pouvoir se développer, comme ça au lieu de perdre du temps à courir après tout ça, ils peuvent se focaliser sur l'idée, ils peuvent rapidement arriver sur le marché, ce qui leur permet en tout cas d'avoir soit une validation ou pas de leur concept. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi quand on voit des accélérateurs, des incubateurs qui commencent à se spécialiser dans la médecine digitale. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, on voit même des accélérateurs qui se spécialisent dans le hardware médical. Et donc, il y a vraiment un shift à ce niveau-là qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que maintenant, les universités commencent à s'y mettre. Et donc, il y a des grandes universités américaines, surtout autour de San Francisco et de New York, qui se mettent ensemble pour finalement essayer de trouver des gens de talent, les pousser et leur donner les fonds nécessaires, les conseils en termes de lawyers pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment, en tout cas, très intéressant de voir ça. Et ça sort aussi d'un concept qui est très fréquent aux États-Unis, qui dit que c'est le launchpad. C'est que si on n'est pas dans une direction où on arrive directement à l'endroit où on veut arriver, une petite déviation de cap peut faire qu'on arrive dans le mur. Et donc, ils ont vu tellement de startups qui finalement, pour des détails, n'arrivaient pas à arriver en tout cas au marché et d'avoir finalement un retour sur leurs produits, qu'ils ont créé finalement cette dynamique d'accélérateur. Et ce que je trouve encore très intéressant également, c'est que ces incubateurs sont en général très connectés aux fonds d'investissement. Et donc c'est toute une logique où finalement tout est fait pour arriver à lever des fonds et pouvoir progresser rapidement une fois que le concept est validé. Donc ça, c'était pour le pre-launch. Je pense qu'il y a un concept qui est vraiment intéressant aussi, c'est le concept de pilote, et de bien définir, quand on veut s'implanter aux États-Unis, comment approcher le pilote et comment bien définir ce pilote. Je pense que
Il y a énormément d'erreurs qu'on peut faire quand on définit ce pilote. Et je pense que quelques considérations à prendre, c'est évidemment si on est une boîte qui fait du hardware ou du software, c'est pas les mêmes considérations. Évidemment, il y a tout un aspect légal à prendre en compte. Évidemment, les gens le savent, et c'est bien connu aux États-Unis que le hardware is hard, et que finalement, le développement d'objets connectés ou d'objets médicaux en général fait qu'on est lancé sur une voie qui ne nous permet pas d'être flexible, ce qui est différent pour les softwares. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Je pense qu'un autre point, c'est pas grave, je dis, un autre point qui est important aussi, c'est bien comprendre son marché et bien comprendre comment on se présente. Et donc, est-ce qu'on est vraiment vers le consommateur, c'est-à-dire le patient? Est-ce qu'on fait vraiment du B2C ou est-ce qu'on fait du B2B ou du B2B2C? Enfin bon, je pense qu'il est vraiment important, en tout cas, d'avoir une idée claire. Et c'est pas toujours clair pour les entrepreneurs. Je pense qu'il y a parfois, la médecine est tellement complexe qu'on a du mal à comprendre comment on peut distribuer sa technologie. Je pense que c'est vraiment important de définir tous ces éléments-là avant de commencer un pilote. Et je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Et je pense aussi qu'il est important qu'il est difficile parfois pour les entrepreneurs, et je pense que ça, les incubateurs l'ont bien compris, de pouvoir aussi, quel est le trade-off entre démontrer une efficacité clinique et arriver à définir un business. Et je pense que parfois, et même souvent, les deux s'affrontent et on est obligé de faire des choix. Et donc, je pense qu'il est vraiment important également d'avoir ça en tête et quel est le most cost-effective way to define an outcome. Donc ça, c'est pour arriver, je pense, au pilote, et je pense que c'est vraiment important d'y arriver assez rapidement. Il y a vraiment une emphase, en tout cas aux États-Unis, sur le Lean Startup, qui est un peu le concept de commençons avec un produit qui est très limité, mais qui permet en tout cas d'avoir un retour du consommateur, enfin de l'utilisateur qui est le plus rapide possible. Donc c'est vraiment start fast, fail fast, ou start hard and fail fast. Et donc vraiment l'idée c'est d'aller le plus vite possible pour arriver à avoir un retour. Et donc il value énormément la donnée, le feedback, le retour des utilisateurs, et finalement c'est même presque de notoriété publique finalement que ce que pense un entrepreneur ne vaut rien, et que finalement l'idée ne naîtra qu'une fois qu'on aura des retours de l'utilisateur. Et donc il y a toute la phase de validation après, je pense qui est très importante, mais toute cette phase d'itération, je vais en reparler après, pour moi est vraiment importante, et évidemment la validation n'arrive que lorsqu'on a trouvé exactement la niche qu'on voulait exploiter. On m'a demandé de parler très brièvement de la FDA aussi. Bon, je ne suis pas un expert de la FDA, mais j'ai quand même un peu travaillé sur le sujet. Donc je pense que juste pour donner des messages clairs, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, la FDA, il faut savoir que bon, si on donne des conseils médicaux, ben on rentre dans le spectre de la FDA, et je pense que si on donne la donnée brute, ça peut encore passer, mais je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on donne des recommandations, on ne peut pas, en tout cas, espérer y échapper, et de moins en moins. Et je pense qu'il y a différentes classes selon la dangerosité, évidemment, soit du device, soit de la medical app, et de la maladie qu'on traite. Et donc, juste pour vous donner un exemple, pour qu'on comprenne, hein, donc quand on lance un hardware, par exemple un thermomètre, et que voilà, le thermomètre est FDA approved et qu'on veut passer sur un thermomètre connecté, ben, on essaie de faire un 510K, et on dit, ben voilà, on améliore un objet qui est déjà FDA approved, donc on va rajouter une spécificité. Et donc c'est un processus qui est beaucoup plus rapide que finalement de réinventer un outil qui n'a jamais été développé, et c'est ce qu'ils appellent de novo, où il y a d'autres classifications. Mais donc je pense qu'il est important aussi d'avoir ça en tête, et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai appris plus tard, mais que finalement si on améliore un objet qui est déjà FDA approved, c'est parfois plus simple. Donc voilà, pour résumer, je voulais juste faire ces quelques points. Donc pour résumer, je pense que la phase de pilote et de pré-pilote est vraiment importante, et je pense qu'il faut se poser toutes ces questions au fur et à mesure, et je pense que c'est toute la valeur d'un accélérateur, c'est vraiment arriver à se poser toutes ces questions au départ, parce que ça peut complètement changer le produit et le réorienter. Et donc vraiment se poser la question qui je prends comme hôpital partenaire, qui je prends comme médecin partenaire. Nous on voit vraiment qu'il y a des hôpitaux qui sont beaucoup plus réactifs que d'autres, et ça fait toute la différence. On peut passer des années à discuter avec un hôpital, et donc je pense que si je dois donner un conseil pratique, regardez les hôpitaux qui ont déjà
un track record de lancer des startups ou qui ont déjà fait des partenariats, la Cleveland Clinic, UCSF, Cornell, Columbia, il y a quelques... Enfin voilà, il y a des précédents. Un hôpital au milieu du Missouri qui n'a jamais fait ça ne prendra pas ce genre de risque. Je pense qu'il est important de connaître un peu voilà, les bases de l'IPA qui sont finalement les recommandations par rapport à la donnée aux États-Unis, surtout digitale. Et je pense qu'il faut connaître, voilà, il faut engager avec la FDA. En tout cas, c'est les conseils que les gens donnent de plus en plus, c'est qu'il faut engager avec la FDA le plus tôt possible, parce qu'ils sont de bons conseils et que finalement, ils veulent voir qu'ils ont participé au process. Je pense qu'à partir du moment où on veut mettre sa tête dans le sable et qu'on ne veut pas voir que finalement, ils peuvent réguler les choses, on s'ouvre à des problèmes, surtout maintenant. Et bien connaître aussi, trouver des interlocuteurs pour les comités d'éthique comme les IRB dans les hôpitaux. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Il faut que ce soit en tout cas mis en perspective et connu par, je pense, les entrepreneurs avant de commencer. Je pense que c'est toute la valeur d'accélérateurs ou de conseils. Et donc voilà, par rapport au seed funding aussi, je pense que voilà, par rapport aux pilotes, ça, j'ai vraiment, je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir. Et là, je prends plutôt mon étiquette de chercheur. Je pense que les outcomes qu'on veut mettre en évidence peuvent vraiment tuer une start-up. Je pense que certaines personnes qui veulent montrer trop de choses n'arrivent à rien montrer et finalement s'enfoncent dans un gouffre financier. Donc je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir et se faire conseiller par rapport aux outcomes et qu'est-ce qui est le most cost-effective way to show better outcome. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point important. Donc se faire conseiller. Ce qui est vraiment agréable aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus dans les villes, j'ai encore un peu de temps, dans les villes, dans les grandes villes en tout cas, des structures d'avocats qui ont l'habitude de travailler avec des startups, de plus en plus, et donc ils ont déjà des prix adaptés, ce qui est vraiment important, mais aussi ils connaissent tous les problèmes, ils ont déjà vécu ça, et je pense que nous on a fait l'erreur plusieurs fois de s'adresser à des avocats qui n'avaient pas l'habitude de ça, et c'est vraiment déconseillé. Donc je pense vraiment qu'il faut trouver des gens qui ont l'habitude de faire ça et qui peuvent vous conseiller, parce qu'on peut recevoir parfois des conseils qui sont complètement contradictoires. Voilà, donc les itérations, voilà, donc je voulais juste encore un peu insister sur le concept de Lean Startup, qui est vraiment un concept qu'on retrouve partout, dans tous les incubateurs, dans toutes les émissions et dans tous les magazines américains, mais qui est vraiment l'idée d'arriver à développer un produit minimal, mais qui permet en tout cas de valider un concept et de construire couche par couche autour de ce concept. Et d'après ce que j'ai entendu sur les derniers jours en France, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même approche. Alors je pense que évidemment il y a du pour et du contre pour chaque approche, mais ça a montré en tout cas aux États-Unis pas mal de succès. Évidemment, il y a toute une culture différente du risque et de l'innovation, mais je pense en tout cas qu'il est vraiment important d'arriver à trouver sa niche, trouver exactement sa value proposition, et je pense que c'est pratiquement impossible de l'avoir de manière théorique. Et donc, arriver à avoir cette approche flexible est importante. Et donc, évidemment, la validation. Donc, je vais juste finir sur les value steps, parce que je pense finalement, il ne faut jamais perdre de vue que finalement, la start-up, c'est aussi créer de la valeur, et c'est pas seulement juste avoir un bon modèle financier. Je pense qu'à partir du moment où on crée de la valeur, la compagnie sera évidemment plus successful. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs moyens de créer de la valeur. Et j'aimais bien ces 5 steps. C'est très américain d'avoir 5 steps. Mais je pense que vraiment créer de la satisfaction auprès du patient, de l'équipe clinique, c'est vraiment important et que ça peut vraiment apporter beaucoup. Augmenter l'efficacité du traitement, évidemment, l'éducation du patient et diminuer les coûts. Pour moi, c'est... en tout cas, si une start-up arrive à faire un de ces éléments-là, je pense qu'elle sera successful. Voilà, merci. Très bien, merci pour cette présentation du marché américain et ses bons conseils. Je vais donner de suite, parce que on est pris par le temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je reviens un peu sur ce que vous avez dit vers la fin. La complexité d'une solution peut nuire à l'émergence de son épure un peu, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux passer du temps à réfléchir à ce qui est le vrai service plutôt que d'essayer de complexifier une solution. Ça, c'est vrai dans tous les cas. Vous pouvez en dire un peu plus ?
Vous avez des exemples, par exemple? Très rapidement, oui, mais je pense qu'il y a énormément d'éléments théoriques qui, en pratique, ne sont pas du tout viables. Mais je pense que rien que de parler du monitoring ou du télémonitoring et de penser que finalement, un médecin est ravi de recevoir des alertes toute la nuit ou toute la journée n'a aucun sens. Et que finalement, on a tendance à l'oublier parce que voilà, quand on a envie d'améliorer les soins de santé, on se dit mais c'est pour améliorer les soins de santé. Je pense que si j'ai un exemple personnel, oui, moi j'ai une casquette de chercheur et donc je suis vraiment très intéressé par la donnée qui peut être générée. Et je dois avouer que j'étais très très surpris de voir la plupart des médecins qui n'en avaient pas grand chose à faire parce que je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique et qu'il faut avoir une étiquette plutôt académique et on voit de moins en moins de médecins comme ça. Donc finalement, il y a énormément de choses que j'ai appris sur le terrain en ayant des retours, même étant médecin et ayant pratiqué. Je ne sais pas si tu veux. Donc effectivement, comme l'a indiqué le docteur Appelbaum, la valeur, c'est la valeur que vous créez pour les utilisateurs. Et à moins que vous soyez Huawei et que vous ayez 70 000 chercheurs, au bout d'un moment, il faut quand même vous focaliser sur quelque chose et justement être à périmètre constant. Quand vous avez un objectif, c'est de satisfaire un client, c'est d'apporter une valeur spécifique. Et il faut vraiment se focaliser là-dessus, avoir un objectif et puis ensuite on voit si ça a marché. Mais si on veut poursuivre 5 objectifs à la fois, mathématiquement, il vous faudra 5 fois plus de temps pour l'atteindre. Et en plus, vous aurez des déperditions de qualité. Donc clairement, ça semble être mieux de... Excusez-moi, je suis désolé, il va falloir qu'on arrête parce qu'on a un atelier après. Par contre, les intervenants sont à votre disposition pour toute autre question, car on va avoir un atelier, le temps qui s'installe, qui démarre pas trop en retard. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Il y en a qui viennent de loin. Et merci pour votre présence et ils sont à votre disposition pour échanger, bien évidemment, plus en détail. Merci beaucoup.